Commençons par quelques chiffres. En France, chaque année, on relève environ 10 000 décès par suicide, c'est-à-dire 27 décès par jour, soit un décès toutes les 40 minutes. Oui, c'est énorme. 75% de ces décès sont masculins et on observe 2 pics d'âge dans le taux de mortalité par suicide, entre 45 et 54 ans, puis à partir de 75 ans. Pour ce qui est des tentatives de suicide, on l'estime en France métropolitaine à plus de 200 000 par an. Alors si je compte bien, une tentative toutes les 2 minutes. Oui, quand même. Là par contre, ça concerne statistiquement plus les jeunes filles entre 15 et 20 ans et les femmes entre 40 et 50 ans. Ça fait quand même du monde tout ça. Et quand on pense que pour une personne qui se suicide, ce sont plusieurs personnes de l'entourage qui sont touchées, là, ça fait beaucoup de monde. 300 000 personnes endeuillées, plus 3 750 000 touchées par la tentative d'un proche. Pour tenter de diminuer ces chiffres pharaoniques, il faut savoir repérer, évaluer et agir. La crise suicidaire. Cet épisode de 6 à 8 semaines, qui se caractérise par une souffrance psychique, peut entraîner un passage à l'acte majeur dans les 48 heures. C'est un processus multifactoriel réversible, arrivant souvent sous la pression de facteurs déclenchants ou précipitants. Les personnes en crise donnent presque tous des signes précurseurs. Et il faut comprendre que la personne ne veut pas mourir, elle veut arrêter de souffrir. Pour accueillir la parole et évaluer la crise lors d'un entretien, il faut avoir conscience des questions et des peurs de la personne. Va-t-on me juger ? Me prendre pour un fou, me mésestimer? Suis-je en sécurité? Peuvent-ils m'aider? Puis-je me confier? Toutes ces questions viennent des peurs et du stress. Peur de la solitude, de l'inconnu, d'être sans valeur. Peur de l'échec, de l'abandon, de l'impuissance. Il va falloir établir un lien de confiance. Écouter, observer, savoir se taire, mettre sa subjectivité de côté. Encourager l'exploration et l'expression des émotions, les accueillir et les valider, sans penser trop tôt aux solutions, mais en écoutant réellement. Oser parler des pensées suicidaires et prendre le temps de connaître l'histoire du malade. Et à l'inverse, il ne faut pas banaliser, dramatiser ou moraliser le récit. Il ne faut pas non plus trop s'investir ou s'enfermer dans un secret. Et ne surtout pas infantiliser la personne ou lui prodiguer des conseils bateaux sur le bonheur. C'est rude tout ça. Le rude, oui d'ailleurs, faut y penser au rude. C'est un bon outil pour mesurer où en est le patient dans la crise. Rude, c'est pour risque, urgence, danger. Voyons comment évaluer le risque. Relevons les situations ou événements stressants sur 3 niveaux. Au niveau socio-culturel, la situation économique, les difficultés juridiques. Au niveau social et familial, le manque de soutien social, familial, des abus subis, pertes ou abandon précoce. Et au niveau personnel, le sexe, on l'a vu dans les statistiques, peut jouer. Les problèmes pour gérer les difficultés, une maladie grave, des troubles mentaux ou une addiction. On place alors en balance toutes ces difficultés face aux facteurs de protection qui retardent ou empêchent encore le passage à l'acte. Le sentiment de contrôle, la capacité à demander de l'aide, les raisons de vivre, un soutien affectif social ou familial, etc. Évaluez ensuite l'urgence dans le discours du patient. On la considérera comme faible quand les idées suicidaires ne sont pas exprimées, qu'elles reviennent de temps à autre, mais le patient a encore beaucoup de projets. Moyenne quand les idées sont quotidiennes et deviennent pour le patient la seule solution envisagée pour se sortir de ses difficultés. Élevée si le scénario est déjà construit. Il se prévoit dans les 48 heures ou même que le patient vient déjà de faire une tentative. La dangerosité du scénario suicidaire se mesure face à la létalité du moyen et l'accès direct au moyen. A-t-il une arme à feu chez lui, comme le fusil de son père ? Si l'accès au moyen est facile et immédiat, il faut considérer la dangerosité comme extrême et agir en conséquence.
Comment agir face à une personne en crise ? Le médecin traitant est souvent le pivot de la prise en charge. Il s'appuie sur le tissu local et oriente son patient vers une structure ambulatoire, une hospitalisation en soins généraux ou une hospitalisation en service spécialisé selon les risques évalués. Mais il n'est pas toujours le premier à qui le patient en parle. Sur quoi s'appuyer pour agir face à une personne en crise ? Des ressources de multiples partenaires du réseau peuvent être sollicitées. SOS médecins, 15 urgences, centres médico-psychologiques, créneaux d'urgence des infirmiers, hospitalisation sous contrainte ou permanence d'accès aux soins de santé. Pour accompagner les adolescents, pensez maison des ados, fil de santé jeunes, éducateurs, centre d'accueil de soins pour adolescents. En cas de difficultés sociales, l'assistance sociale, l'association caritative ou les centres sociaux. En cas d'addiction, on pourra orienter vers une association de prévention de l'alcoolologie et addictologie ou vers les alcooliques anonymes. Pour préserver du lien social, il y a des groupes d'entraide mutuelle, SOS Amitié ou des tuteurs. Pour les détenus, on peut penser aussi à l'équipe carcérale. Pensez à ces multiples partenaires pour pouvoir orienter au mieux les personnes en détresse.